Il est 8h22 sur BFM Business et sur RMC Live. On continue ce matin à décortiquer ce palmarès 2025 de l'Institut Choiseul sur les ETI les plus agiles. On est avec Mickaël Fribourg. Bonjour, PDG Bonjour. De la compagnie Chargeur Investissement. Vous êtes notamment dans la protection temporaire de surface, l'entoilage pour l'habillement, les textiles techniques, mais c'est un groupe assez complet. Aussi les musées et le luxe, donc on a effectivement un éventail assez large. En face de vous, Daniel Harari, le PDG de Lectra. On est dans la découpe automatique de cuir et de textile. J'avais deux optimistes auparavant avec moi qui croient dans la réindustrialisation, qui pensent qu'en France, on a des atouts considérables. Mickaël Fribourg, vous êtes dans une ambiance un petit peu différente. Nous sommes réalistes. D'abord, on trouve fantastique d'établir ce classement des conquérants, qui est l'initiative de Pascal Lauruot, qui est une initiative brillante et qui contraste avec finalement une classe politique française qui est assez désolante, avec une ambiance bureaucratique, notamment bruxelloise, qui est très paralysante et qui contraste également avec finalement une ambiance médiatique souvent décroissante. Mais d'abord, nous sommes, sur BFM, c'est important de le souligner, on veut d'abord rendre hommage aux conquérants à l'international. Nous faisons 95% de notre activité hors de France. Et les conquérants à l'international, on y pense souvent assez peu, ce sont les près de 2 millions de Français qui sont établis hors de France, qui nous représentent, qui plantent le drapeau français à l'international, qui sont souvent insuffisamment considérés aussi. Nous, Chargeurs, nous sommes à l'international depuis 1872, donc ce n'est pas une novation, mais ces conquérants qui finalement font la fierté aussi du développement commercial international. Il faut penser à eux, nous en avons beaucoup au sein de notre maison, et ce sont eux qui font les succès des entreprises comme les nôtres, qui, nous sommes beaucoup engagés dans ce qu'on appelle l'économie émotionnelle, qui est l'économie de l'intelligence émotionnelle, et qui offre un complément à l'intelligence artificielle, notamment tout ce qu'on fait dans les musées, dans les savoir-faire, dans le développement d'un certain nombre d'expertises. Notre métier, c'est de créer des champions mondiaux. On a 4 champions mondiaux dans notre portefeuille, mais je le redis, il est important de penser à ces Français qui sont hors de France, qui se sont levés encore plus tôt que nous pour aller vendre nos produits, nos services à l'international. Daniel Harari, vous êtes un conquérant à l'international aussi. C'est une nécessité d'être présent à l'international pour faire du chiffre d'affaires, parce que là-bas, la demande est quand même plus forte que chez nous. Alors, nous sommes présents à l'international depuis 1981. La société a 50 ans, avec une présence dans plus de 100 pays. Notre premier marché, c'est la Chine. Le deuxième, c'est l'Italie. Le troisième, c'est les États-Unis. Sachant que nos clients américains fabriquent surtout au Mexique aujourd'hui et pas aux États-Unis. Donc quand vous dites votre premier marché, c'est la Chine, vous avez quand même aujourd'hui là-bas des concurrents aujourd'hui qui, dans le luxe notamment, commencent à se structurer. On disait tout à l'heure, la Chine n'est plus le pays de la copie. C'est clair, là-bas désormais, on a des groupes qui concurrencent LVMH. Alors tout d'abord, nous avons 100% du luxe comme client, avec des présences très fortes dans tout le luxe français, italien, international, même chinois maintenant, puisque ça commence. Nous avons une position de marché dans l'automobile, notre deuxième marché qui est très forte. 2 tiers des intérieurs de voitures et 2 tiers des airbags dans le monde sont fabriqués avec nos technologies. Ah oui. Plus d'un vêtement sur 4 dans le monde est conçu avec nos logiciels, puisque vous parliez de notre savoir-faire en matière de découpe, mais en réalité, notre force, c'est le logiciel. Nous faisons de l'intelligence artificielle depuis maintenant plus de 35 ans, avec un niveau technologique très fort, et nous sommes numéro 1 mondial sur tous nos marchés. Bravo. Et quand on parle de réindustrialisation, quand on entendait tout à l'heure nos deux invités y croire, penser que c'est possible en France, c'est quoi votre point de vue à vous ? Non, je pense que ce n'est pas possible dans la majorité des cas, parce que, étant présents dans tous ces pays, nous sommes des observateurs de ce qui s'y passe. Et par exemple, quand on prend l'automobile, l'avantage en Chine, ce n'est pas les subventions, c'est le niveau de technologie et d'industrialisation. Par exemple, on conçoit une BYD en 3 mois, on conçoit une voiture européenne en 3 ans. À partir de là, on est complètement dépassé et il faut qu'on rattrape ce retard technologique. Et si on regarde les grandes technologies mondiales, sur les 31 premières technologies, sur 17 d'entre elles, ce sont les Chinois qui sont numéro 1 mondial aujourd'hui. Mais est-ce qu'on peut rattraper un retard technologique où à un moment donné, c'est des pans entiers de l'économie qu'il faut lâcher, peut-être pour se concentrer sur d'autres, mais alors d'abord, il faut c'est trop tard. Alors d'abord, moi je pense qu'il faut l'envie. Je partage tout à fait l'analyse du président de Lectra, qui est un succès fantastique d'ailleurs, donc qui fait la fierté française. Nous pensons, et nous l'avons souvent dit, que Bruxelles et tous ces bureaucrates sont devenus une arme de destruction massive contre l'industrie européenne. C'est là le problème. Oui, le problème est là. Il y a un mépris bruxellois contre l'industrie. Il y a finalement un vrai problème. La présidente de la Commission européenne, au lieu de jouer les Winston Churchill obsédé par l'Ukraine, ferait beaucoup mieux de faire sa perestroïka bureaucratique, d'alléger fondamentalement le fonctionnement des instances bruxelloises. Vous savez,
À Bruxelles, il y a quelque chose qui se passe qui est absolument formidable. C'est chaque matin que vous semez un fonctionnaire, il se produit des normes. Et ces normes démotivent les investisseurs. Et nous sommes investisseurs en Europe. Nous avons des sites en France, mais nous avons des succès des sites en France, malgré cet empilement fou bureaucratique qui est, je le redis, une arme de destruction massive contre notre industrie, contre nos emplois européens. Quand on voit aujourd'hui finalement qu'on feint de découvrir qu'il y a une concurrence chinoise, vous l'avez dit, il y a des technologies chinoises qui sont extrêmement puissantes. Nous avons fait des transferts de technologies énormes. On attend désormais la même chose des Chinois. Mais vous croyez qu'ils vont le faire? C'est une plaisanterie, voyons. En tout cas. C'est une naïveté française et il faut faire attention à ce que les europhiles français n'alimentent pas cette naïveté car, je le dis encore, l'Europe est devenue, pour l'économie française, un jeu à somme négative. Daniel Harary, le problème est à Bruxelles? Alors le problème, il est partout. Il est à Bruxelles, il est en France aussi. Quand on se bat pour avoir un budget qui rattraperait 40 milliards de déficit, on se trompe de combat parce qu'il faudrait rattraper 100 milliards. Les engagements pris à Bruxelles par Ursula von der Leyen vis-à-vis des États-Unis, c'est 1000 milliards en plus des droits de douane. Ces 1000 milliards, il va falloir les sortir. Ils sont nulle part dans les budgets aujourd'hui. Et on est en train d'avoir des discussions qui sont purement démagogiques. Tous les partis politiques n'ont pas de courage en France aujourd'hui. Et évidemment, la bureaucratie européenne est un vrai problème. Les Américains et les Chinois ont un plan économique. Nous avons un plan de normes. On discute d'écologie, c'est très bien. Nous sommes dans les premières entreprises françaises en matière d'écologie, classées dans les 4 premiers pourcents. Mais néanmoins, je crois qu'on se trompe de combat. Vous êtes pessimiste ce matin? Non, alors je ne suis pas pessimiste. Vous avez parlé de relocalisation. Ouais. Nous, on fabrique en France. En France, on a les meilleurs ingénieurs du monde, on a un très grand savoir-faire. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui peuvent réussir en France et d'autres non, et que de passer le message qu'on peut réindustrialiser dans ces conditions, c'est une erreur. Il faut s'appuyer sur les champions et les métiers qui fonctionnent aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur ce plateau ce matin pour parler de ce palmarès Choiseul. Je vois que chacun a les meilleurs ingénieurs du monde en France. Chez lui, dans son entreprise, il y a une bagarre sur le recrutement notamment des ingénieurs. Dans un instant, mais oui, je sais bien que c'est vrai.